Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau monsieur Moussa Tine, il est le président de l'Alliance démocratique Pencco. Bonjour et bienvenue à vous, monsieur Tine. Merci Madame Fatou Ndiaye pour cette invitation. Oui, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau d'Opinion. Alors Moussa Tine, très rapidement, vous êtes juriste, politiste, président de l'Alliance démocratique Pencco, ancien député et ancien directeur général de l'Entente Kadaka. Est-ce suffisant pour vous introduire? Je pense. Alors, entamons donc la discussion. Après avoir contracté une dette de plus de 18 milliards de francs CFA auprès des établissements privés du supérieur, l'État du Sénégal retourne à la case de départ, c'est-à-dire dans le public. Comment vous appréciez cette mesure? La première chose, c'est que ça rend compte de la tension budgétaire qu'il y a dans notre pays. Évidemment, vous ne pouvez pas aller vers l'émergence, vous ne pouvez pas justifier d'une bonne croissance si vous ne parvenez pas à absorber la dette intérieure. Je pense aussi que la réaction de l'État est inélégante. Vous avez contracté des dettes vis-à-vis en fait, d'entreprises sénégalaises bien établies, des gens qui ont investi au Sénégal pour faire du profit et justement participer à la croissance. Parce que la croissance, c'est aussi le privé. Le privé, parce que le privé non seulement crée de la ressource, crée des emplois, distribue des salaires, donc favorise effectivement aussi la consommation. Et avec la consommation, vous arrivez justement à la croissance. Si vous devez de l'argent à ces gens-là, effectivement, vous fragilisez l'entreprise de façon générale, leur entreprise de façon particulière, oui. Et au-delà de cela, effectivement, vous impactez négativement sur l'économie du pays. Et comme disent aussi les Wolof, acte boo fay. Il ne faut pas que mu ñëw fay ko la nga mer ne ma comme dama la fayee ko léegi sax joxatuma la ay étudiants. Alors que je pense que la question, la stratégie qui a consisté à faire recours au privé pour absorber le nombre de bacheliers que nous avions au Sénégal était une excellente initiative. Parce que simplement, l'État aujourd'hui ne peut pas suivre avec tous les lycées qui ont été construits aujourd'hui dans toutes les contrées du Sénégal. L'État n'a pas les moyens de suivre en termes de mise en place d'infrastructures universitaires. Je pense que c'est une bonne idée de faire recours au privé pour absorber justement tous les bacheliers qui arrivent justement sur le monde académique d'année en année. Au-delà de cela, ça permettait aussi de diversifier la formation post-bac. Nous n'avons plus simplement des gens qui vont à l'université pour faire anglais, pour faire tel, mais nous avions des gens qui entraient dans des structures universitaires pour recevoir une formation professionnelle. Donc c'est à ce niveau-là que cette décision était une décision salutaire. Mais certainement, il faut aussi savoir être gentleman. Il y a une tension budgétaire, nous ne parvenons pas à payer, il fallait juste continuer à négocier avec ces privés-là en leur donnant des échéanciers, un échéancier crédible et que l'État s'engage à respecter. En lieu, et l'État va même envoyer l'inspection générale des finances pour savoir si cette dette... Oui, c'est ça qui n'est pas normal. C'est-à-dire que non seulement je vous dois de l'argent, mais ensuite je vais utiliser mes prérogatives régaliennes pour casser en fait du privé. Les entreprises privées qui sont là, l'État doit les aider justement à se tenir. Comme nous sommes aujourd'hui en train d'aider Eiffage sur l'autoroute à péage qui coûte extrêmement cher, on en parle, l'État ne répond pas. Nous sommes en train d'aider et d'appuyer des entreprises étrangères. Nous n'osons pas leur devoir de l'argent. De la même façon aussi, et en termes de patriotisme économique, nous devons aussi aider les entreprises sénégalaises. Oui. Si nous ne le faisions pas, si l'État ne le fait pas, c'est comme s'il se tirait simplement une balle au pied. Oui, à votre avis, pourquoi le secteur éducatif sénégalais est toujours en eau trouble? Alors, nous, cette année, au niveau de la fac, par exemple, de droit, les gens ont pu respecter le calendrier, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Je pense qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont fait qu'on était en train de redresser les choses. Mais nous devons aujourd'hui repenser tout notre enseignement, en tout cas, c'est mon point de vue. Oui. Aujourd'hui, regardez, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'il faut aujourd'hui parvenir à une ville sans déchets. Faire en sorte que... Non, nous ne pouvons pas encore le faire. Pourquoi? Parce que simplement, aujourd'hui à Dakar, vous avez énormément de gens qui vivent dans la rue. Nous avons énormément de gens qui vivent et qui ont leur activité
dans la rue. Vous allez aujourd'hui en centre-ville, à 100 mètres du palais de la République, on lave des véhicules. Vous allez en ville, aujourd'hui, partout, vous allez trouver des bidons d'eau qui sont posés ici et là pour préserver des parkings et garder des parkings à revendre. Pourquoi? Simplement parce que l'État n'a jamais pu accompagner l'enseignement coranique. Vous avez donc un millier de Sénégalais qui sont dans les écoles coraniques, qui ont appris le Coran, qui ont appris en fait la science islamique, et au bout de leur formation, ils doivent quitter les daras et laisser la place à d'autres. Ces gens, lorsqu'ils quittent les daras, ils viennent en ville. Ils viennent avec aucun métier, parce que l'État n'a jamais fourni de métier, l'État ne les a jamais accompagnés. Lors même que cette forme d'éducation et de formation est reconnue par la Constitution du Sénégal. On ne le dit pas assez. Regardez bien la Constitution dans ses premiers articles. Donc c'est un droit constitutionnel qui est bafoué. Constitutionnel, exactement. Donc l'État ne les a pas accompagnés. Ces gens maintenant se retrouvent en ville. Lorsqu'ils viennent en ville, ils viennent sans métier. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est d'aller vendre. Et vendre dans les rues. Donc ces gens, effectivement, ils passent leur temps dans la rue, ils vivent dans la rue, ils mangent dans la rue, ils font le commerce dans la rue. C'est la première chose. La deuxième chose, vous avez aussi toute une vague de jeunes bacheliers qui arrivent à l'université, qui va en fac de droit, qui est en fac lettres, qui est en fac tel, qui est en fac tel. Avec un taux de réussite de moins de 10%. Donc vous avez 90% à peu près des bacheliers qui quittent ensuite la fac sans avoir de diplôme et sans avoir de métier, parce qu'ils n'ont jamais été formés à un quelconque métier. C'est ces gens-là que vous allez retrouver ensuite en ville. Vous allez retrouver au niveau des aéroports en train de dire pour un chariot gratuit, je vous amène de chariot, vous me donnez telle chose. Les gens que vous allez retrouver à faire le parking au niveau de Dakar, etc., etc. Donc nous avons aujourd'hui à repenser notre système éducatif. Oui. Je pense que c'est avec le professeur Serigne Diop que je discutais un jour. Oui. Et je pensais qu'en fait le ministère qui l'avait le plus marqué, c'était le ministère de la justice. Il m'a dit non, ce n'était pas ça. J'ai dit mais c'est quel ministère? Il me dit non, c'est le ministère de l'enseignement professionnel. J'ai dit pourquoi? Il me dit parce que c'est le seul ministère où tu formes quelqu'un et qui est opérationnel dès le lendemain. Vous lui donnez du travail au niveau de l'État, il a du travail. Vous ne lui donnez pas de travail, il va aller acheter ses outils et ouvrir son garage et commencer à travailler. Donc nous avons aujourd'hui un déficit de professionnalisation au niveau de notre enseignement. Nous ne pouvons pas continuer à... On a parlé depuis des années, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de solution concrète. Exactement. C'est à ce niveau-là qu'il faut repenser aujourd'hui notre enseignement supérieur. Nous ne pouvons pas simplement continuer à faire des universitaires, des gens qui arrivent à l'université, qui en sortent souvent sans un métier. Il faut effectivement aussi mettre une dose de professionnalisation au niveau de l'enseignement. Je pense que j'ai discuté avec un avocat récemment aussi, qui me disait oui, que lui, il a fait la fac de droit. Un étudiant aujourd'hui qui sort de la fac de droit, on ne lui aura jamais appris à écrire une assignation, c'est-à-dire l'acte par lequel on saisit un juge. Donc on lui donne beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, mais il n'a pas encore de savoir-faire. C'est à ce niveau-là qu'il nous faut encore travailler, c'est-à-dire travailler à donner du métier, comme je pense que c'est Descartes qui le disait. Il disait qu'il faut apprendre à aimer un métier. Il faut aujourd'hui qu'on apprenne à nos jeunes des métiers. Nous ne pouvons pas continuer à envoyer tout le monde à l'université, aller faire droit, aller faire lettres modernes, aller faire anglais, ressortir sans métier, souvent sans diplôme, alors que nous avons aujourd'hui des créneaux que nous n'avons pas assez exploités. Regardez aujourd'hui, vous avez une voiture électronique qui est en panne à Dakar. Il n'y a aucune école à Dakar qui a formé des jeunes pour la mécanique électronique. Le métier de boulanger demandé partout. Aucune école à Dakar ne forme aujourd'hui, sauf en fait une initiative privée issue sur les deux voies de Sacré-Cœur. Vous n'avez personne aujourd'hui. On a lancé une école pour les métiers du bâtiment. C'est une bonne initiative au niveau de Diamniadio. Mais de la même façon, il faut lancer en fait des écoles pour les métiers de l'eau. Aujourd'hui, vous avez un forage qui sont en panne dans nos villages. Il n'y a personne pour les récupérer, pour les réparer, parce que nous n'avons pas une école pour les métiers de l'eau. J'en ai vu effectivement aussi récemment sur le front de terre, mais il faut multiplier ces initiatives comme ça. Il faut les multiplier parce qu'aujourd'hui nous sommes dans l'irrigation, nous sommes dans les forages dans nos villages, nous voulons attirer de l'eau partout, mettre de l'eau partout. Il faut que ces métiers qui ne sont pas pourvus et qui ne sont pas enseignés, qu'on mette des écoles pour justement ces métiers-là. Nous ne pouvons pas continuer comme au lendemain de l'enseignement où l'orientation de l'éducation, c'était de remplacer les enseignants qui nous provenaient de la coopération avec la France.
Nous devons aujourd'hui travailler à donner à nos jeunes, à travailler à donner aux citoyens sénégalais un métier par lequel ils puissent justement assurer sa dignité et s'insérer facilement dans le monde du travail. Oui, en parlant de travail, de retour de vacances, le président Macky serre la ceinture en réduisant la facture téléphonique des autorités. Mieux vaut tard que jamais, mais est-ce que ce ne sont pas les fonds politiques qui doivent être revus? Le problème, c'est que vous le dites vous-même, de retour de vacances. C'est peut-être ça le gros du problème. J'ai regardé, en fait, d'abord j'ai un plan avec le décret que j'ai vu. Au moins sur 2 points. Vous prenez un décret pour réglementer le téléphone au niveau des autorités institutionnelles. Vous parlez du Premier ministre, vous parlez de tel, vous parlez du président du Conseil constitutionnel, vous parlez de tel. Des directeurs nationaux. Et dans le même décret, je vois le chauffeur du président de la République. J'ai l'impression qu'à ce niveau-là, on était simplement en train de faire de la com. Une simple note de service du secrétariat général de la présidence de la République ou du directeur de cabinet aurait pu régler justement ce genre de problème-là. Donc il faut vraiment qu'on apprenne à travailler, à faire les choses sérieusement. Il ne s'agit pas de faire de la communication de manière sobre, politique. surtout. Exactement. La deuxième chose, c'est que je pense que par principe, le président de la République doit éviter de prendre un décret pour réglementer la téléphonie au niveau de la justice. Pourquoi? Parce que c'est un pouvoir, la justice. C'est un pouvoir. C'est un mauvais message qu'on lance aux gens. C'est-à-dire que c'est le président qui tient donc les cordons de la bourse et qui paye quand même. Donc, effectivement, même par décence républicaine, il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut pas mettre en place. Il y a le principe de la séparation des pouvoirs. Nous, ici, la justice n'est pas une autorité. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir reconnu par la Constitution, érigé comme tel par la Constitution de la République du Sénégal. Donc je pense que par décence républicaine, on ne devait pas mettre dans le cadre justement d'un décret pris par le président de la République une réglementation de la téléphonie, surtout qui concerne le président du Conseil constitutionnel, le président de la Cour suprême. C'est un message assez fou qu'on a lancé à ce niveau-là. Ouais. La deuxième chose, je suis désolé de le dire effectivement aussi comme ça, je pense qu'il y a d'autres niches d'économie budgétaire que la téléphonie des ministres. Ouais. Je vais même vous dire, je ne suis même pas d'accord que la téléphonie des ministres soit réglementée comme ça. À 150 000. Pourquoi voulez-vous qu'un ministre, à partir du 25, puisse dire à son homologue étranger que je ne peux plus vous appeler parce que je n'ai plus de crédit? Ce n'est pas à ce niveau-là. Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de secteurs, beaucoup de niveaux, beaucoup de choses, beaucoup de domaines dans lesquels nous pouvons effectivement faire de l'économie. Commençons par renoncer aux vacances. Les vacances coûtent plus cher que la téléphonie ministérielle. C'est des choses comme ça sur lesquelles effectivement il faut s'arrêter. Tout ce qu'on fait là en termes d'opération de COP, d'opération de tel, d'opération de tel. Lorsqu'un État, un candidat a été capable pendant 21 jours, je dis bien, de campagne électorale, d'habiller toutes les personnes qui ont assisté à son meeting, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut venir et dire, écoutez, la téléphonie ministérielle, ce n'est pas un luxe, c'est un moyen de travail. C'est une nécessité. C'est une nécessité. C'est pas à ce niveau-là que nous avons des problèmes. Ce n'est pas une économie de 300 000, 200 000 francs, 150 000 francs ici qui nous pose problème. C'est l'ensemble des milliards dont on entend parler et qui ne sont pas justifiés. C'est à ce niveau-là, je pense qu'il faut... À côté, pourquoi ne pas éliminer des institutions budgétivores comme le CSE et le HCCT? Écoutez, je suis plus réservé lorsqu'il s'agit du Conseil économique, social et environnemental. Pourquoi? Parce que, traditionnellement, c'est aujourd'hui qu'on en a mis beaucoup de doses politiques. Le Conseil économique et social, environnemental a été ici un peu la chambre de la légitimité technocratique. Pendant très longtemps, nous avons eu l'élite politique ici, les doyers, le recteur Souleymane Niang, les Moustapha Souran, toutes les personnes qui sont citées aujourd'hui et qui sont autorités, qui ont travaillé au niveau de cette commission-là, du Conseil. Allez regarder les rapports du Conseil du temps d'Abdou Diouf et qui le faisaient pratiquement de façon bénévole.
qui ont produit des rapports dans tous les secteurs, qui ont aidé à des... Exactement. Nommés par le chef de l'État. Oui, mais c'est-à-dire que ce n'est pas ça le problème. C'est-à-dire qu'ils avaient deux choses. D'abord, l'autorité dans leurs domaines respectifs. Deuxièmement, l'autonomie parce que ce n'étaient pas des gens qui étaient obligés de réfléchir comme le président de la République. Ils faisaient des rapports. Ils instruisaient un problème d'actualité, quelque chose qui se passait ici et là. Ils donnaient en fait un avis scientifique en dehors de la pesanteur politique, en dehors de la discipline de parti politique. Ce n'est pas un élu, quelqu'un qui appartient à un parti politique et qui va aller assister dans un débat et qui va prendre position en fonction des sens du vent ou de la volonté affichée par le président de la République. Donc, tant qu'on revient encore à cette orthodoxie, c'est-à-dire à ce conseil économique et social authentique, où les gens ont travaillé de façon bénévole, de façon désintéressée, en dehors des sphères politiques, je pense qu'en fait, nous avons encore... Oui, nous avons plus ça. Non, un budget de 9 milliards. 9 milliards avec des politiques dedans, avec vous, NNP. Ça, en fait, je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes et un certain nombre de points d'interrogation à mettre à ce niveau-là. Oui. La HCCT... Oui. Jusqu'à présent, en tout cas, n'a pas pu démontrer de son utilité dans le cadre justement du travail. Je n'ai pas encore vu une décision forte qui a été prise. Je n'ai pas encore vu d'initiative forte qui a été prise au niveau du HCCT. Je n'ai pas encore vu d'initiative forte à ce niveau-là. Surtout concernant les collectivités locales. Je ne les ai pas encore sentis à ce niveau-là. Nous avons au Sénégal raté plusieurs fois la réforme, c'est-à-dire du bicamérisme. On a essayé de mettre le Sénat en place pendant très longtemps et il n'y a jamais eu de légitimité. Toutes les alternances qu'il y a eu au Sénégal se sont aussi appuyées sur la revendication de la suppression du Sénat. Toutes les alternances qu'il y a eu au Sénégal. Aujourd'hui, la question du HCCT aussi se pose en termes d'utilité institutionnelle. Nous ne voyons pas encore son utilité institutionnelle et je pense qu'aujourd'hui, ça n'enlèverait rien au bon fonctionnement de notre démocratie, ni de notre système institutionnel, que d'enlever en fait le Haut Conseil des collectivités. Dans ce cas, qu'allez-vous faire de la commission de dialogue des territoires? Oui, dirigée par Benoît Sambou. Oui, même à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous avez beaucoup trop de choses qui parlent de collectivités territoriales et on ne sait pas les limites de telle et telle autre institution jusqu'à tel et tel niveau où on peut y aller. On ne le sait pas. Et donc c'est pour cela qu'en fait, il y a justement à accompagner certainement les collectivités territoriales, à leur donner un cadre d'expression. Très certainement, il y a une nécessité, une réflexion à mener à ce niveau-là. Il y a un département ministériel en charge de Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis qu'il y a un débat qui a été mené depuis les assises nationales sur en fait la nécessité de prendre aujourd'hui et de donner corps à cette réalité de territorialisation des politiques. Certainement, ça existe. Mais aujourd'hui, en tout cas, les institutions qui ont été mises en place n'ont jamais justifié de leur légitimité à ce niveau-là. Oui. Et donc, la question du HCCT, d'une manière ou d'une autre, va être posée. Que ce soit maintenant, que ce soit justement au prochain. Comme on voudrait réduire. Nous avons, et je le dis encore et je le répète encore ici, je l'ai dit récemment lorsqu'on a posé la question justement des fonds politiques de la mairie de Dakar. J'avais fait ici une interpellation, j'avais même moi-même fait une lettre ouverte au président de la République et j'ai dit aujourd'hui qu'on me montre le seul texte, ce qu'on a reproché à Khalifa Sall là, j'ai dit montrez-moi le seul texte qui réglemente aujourd'hui les fonds politiques qui sont utilisés ici et là. Il n'y en a pas au Sénégal. Tous les fonds politiques, y compris ceux de la ville de Dakar, de la mairie de Dakar, qui ont valu à Khalifa Sall d'être en prison, ont été créés de façon coutumière. Je le dis et je le répète ici encore. Il y a quelques années, on a cherché à faire du rattrapage au niveau justement de la loi pour donner une sorte de légitimité légale aux fonds politiques de la présidence de la République. Mais je dis bien, c'est juste un début de texte. Donc aujourd'hui, oui, qu'on en parle, oui, c'est bien qu'on en parle. Et il faut effectivement qu'on réglemente cela. Nous avons tous pris ça de la France. Aujourd'hui, en France, les fonds politiques sont contrôlés par des commissions, certes, qui travaillent de façon discrétionnaire, sectaire, certes. Mais les fonds politiques en France, ce sont des fonds aujourd'hui qui font l'objet de contrôle. Je pense que pour plus de transparence, il faut qu'il y ait des inscriptions budgétaires claires de cela, si ça doit être reconduit. Et il faut effectivement que la représentation nationale
par des mécanismes à mettre en place, puisse procéder au contrôle des fonds politiques. Qu'on sache d'abord tous les fonds politiques qui existent, ce qui existe au niveau du palais, de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social, du HCCT, et même au niveau d'un certain nombre de ministères et qu'on ne dit pas toujours. Donc il faut que ces fonds soient connus par la représentation nationale, que ces fonds soient pris par l'opinion publique et qu'il y ait une réglementation de l'utilisation de ces fonds. Oui. Monsieur Moussa Tine, le fast track lancé il y a quelques mois a-t-il produit ses effets dans le fonctionnement de l'État, à votre avis, concrètement? Lorsque le président est en vacances, il n'est plus dans le fast track. Non, je pense qu'en fait, nous avons, toutes ces dernières années, travaillé beaucoup avec des slogans, avec des mots d'ordre politique, et qui n'incarnaient pas une réalité propre. Je ne sais pas d'ailleurs ce que ça veut dire le fast track. Faire vite, on ne peut pas, oui, justement. Le fondement de la République et le fondement de l'État du Sénégal, pour des raisons de transparence, certainement d'efficacité, mais de respect effectivement aussi des principes démocratiques et de l'état de droit, vous ne pouvez pas, au nom du fast track, faire l'économie d'un certain nombre de règles. Les règles qui sont posées ici et là, c'est des règles qui participent au principe de fonctionnement de l'État et de la République. Aujourd'hui, j'ai beau décider d'aller vite dans tel ou tel autre sens, je suis obligé de respecter les règles de la commande publique. Parce que c'est les règles de la transparence. Je suis obligé de passer par un marché, de faire une passation de marché, de faire une DRP, parce que simplement, la République transparente que la Constitution entend mettre en place m'oblige à respecter un certain nombre de principes qui sont posés ici et là. Donc il ne s'agit pas d'aller vite, il s'agit de faire efficacement les choses, mais de le faire dans le respect des règles de transparence et de bonne gouvernance. Oui, on l'espère tout de même. Les acteurs du dialogue lancé il y a quelques mois se plaignent de l'indifférence dont fait montre M. Famara Ibrahima Sagna, qui ne daigne pas répondre au courrier et ça dire que c'est tombé à l'eau. Alors, le président Famara Ibrahima Sagna est quelqu'un qui est habitué, je le dis ici, je ne l'expliquerai pas outre mesure, quelqu'un qui est habitué aux discussions et aux négociations politiques. Beaucoup de gens le savent. C'est quelqu'un qui a des méthodes, qui ont fait souvent d'excellents résultats. Par le passé, il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont passés au Sénégal. Le président Famara Ibrahima Sagna a beaucoup aidé au dénouement. Il n'en parle pas, on ne le dit pas assez. Ceux qui savent aussi n'en parlent pas. Je pense qu'il est encore dans ses méthodes de travail. Souvent, il a utilisé les mêmes méthodes, au final, il a eu des résultats. Oui. Nous tous, on attend encore qu'il convoque, on attend encore qu'il mette les gens autour d'une table, on attend encore que les choses puissent être dites et décidées ici et là. Mais je pense qu'il faut juste lui laisser le temps. Nous sommes dans une situation politique tellement tendue, et vous le savez tous, que certainement, il est en train de prendre des initiatives à son rythme, mais aussi souvent en essayant de se soustraire de la curiosité publique. Ah oui, donc il ne fait pas les choses de manière révélée. Très certainement. Ou affichée. Très certainement. Et je le connais tellement courageux que le jour en fait où il décidera de faire autre chose, il le dira. Et que vous inspire l'idée d'un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire à majorité élargie après ces concertations? Écoutez, quand vous allez à une discussion, vous ne pouvez pas dire que telle ou telle autre chose. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est-à-dire que nous sommes le seul pays où tout le monde souvent pense que l'idéal, c'est que tout le monde se mette à travailler ensemble. Ce n'est pas un idéal démocratique. L'idéal démocratique favorise la contradiction. C'est-à-dire qu'il ne serait pas bien d'ailleurs pour l'opinion et pour tout le monde qu'on en arrive à un certain moment où, c'est-à-dire que nous parlons tous d'une seule et même voix et on se range tous derrière une seule et unique personne. Ce ne serait pas bien. Ce ne serait pas bien pour la presse, ce ne serait pas bien pour l'opinion, ce ne serait pas bien pour le respect des libertés individuelles, ce ne serait pas bien pour l'exploitation de l'information contradictoire, ce ne serait pas bien pour les libertés publiques de façon générale.
Donc, il faut quand même que les choses soient dites de façon très claire. Mais travailler ensemble ne veut pas dire s'allier. Oui, mais dans le cadre en fait, d'un gouvernement de majorité, c'est une alliance. Quelle que soit la nature de l'alliance, ce sera une alliance. Il peut arriver maintenant que pour des raisons historiques ou telle autre raison, qu'un gouvernement d'union nationale ou de coalition s'impose aux uns et aux autres, s'impose aux différents acteurs politiques, ça peut arriver. Mais la forme retenue par notre Constitution, c'est qu'il y ait une majorité pour gouverner et une opposition classique et une opposition parlementaire. Notre Constitution définit même ce qu'est une opposition parlementaire. Donc je pense que nous sommes encore dans le fonctionnement classique de notre régime politique. Qui ne vous dérange pas? Non, qui ne me dérange pas outre mesure. La seule chose qu'il faut que les uns et les autres respectent, c'est qu'il faut que l'opposition laisse la majorité gouverner. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de problème à ce niveau-là. Mais il faut effectivement aussi que la majorité puisse laisser l'opposition gouverner aussi comme s'opposer. Oui. Parce que c'est aussi un droit. Et laisser l'opposition s'opposer, c'est quoi? C'est laisser prendre des initiatives au niveau du Parlement sans faire d'abus de majorité. C'est en fait autoriser les manifestations. L'opposition a le droit de manifester. C'est laisser les gens en fait avoir le droit de faire des affiches, de faire des déclarations, ouvrir le service public de la radio et de la télévision aux différents acteurs politiques parce que le droit à une information plurielle est garanti par la Constitution aux citoyens sénégalais. Oui. Et donc c'est à ce niveau-là que nous avons un certain nombre de problèmes. Et il faut effectivement aussi que de plus en plus que la société civile qui est devenu un acteur incontournable dans le jeu politique sénégalais, puisse effectivement aussi s'exprimer. Nous avons malheureusement, depuis un certain nombre d'années, constaté que toutes nos organisations démocratiques, que ce soit les organisations politiques ou les organisations relevant de la société civile, ont tous connu en fait une crise intérieure du fait justement de la toute puissance de l'État qui a entendu effectivement... Ont été envahis par les démons de la division. Exactement, tous. Oui. Il n'y en a pas un seul. Vous n'avez pas un seul grand parti, un seul parti traditionnel, un seul parti classique sénégalais qui n'a pas connu de division interne. Oui. Vous n'avez pas une seule organisation politique, de société civile au Sénégal, les plus connues, les mieux structurées, qui ont existé depuis une année, qui ont traversé les alternances, qui ont aidé dans des moments difficiles de notre histoire politique, qui n'aient pas connu justement les des cas qui se sont accentués sous le magistère du président Macky. Qu'est-ce qui devrait l'expliquer? J'ai dit qu'en fait, c'est peut-être l'homme politique le plus habile à diviser des organisations. Je l'ai dit et je le répète. Oui. C'est quelqu'un qui sait se battre parce que lorsqu'il se bat, il ne met pas en avant les principes ni les valeurs, il ne met en avant que les objectifs. Il a appris à se battre avec la froideur et le cynisme. Macky maîtrise vraiment Machiavel. Comme son nom l'indique. Sans le Parti démocratique sénégalais, le FASTEF et les khalifistes, est-ce que ces concertations nationales sont inclusives? Écoutez, aujourd'hui, dans le cadre de ce qui est en train de se faire au niveau de l'opposition, oui. Les gens de Khalifa sont présents au niveau du dialogue politique. Les autres n'y sont pas encore. Il y a une partie qui n'est pas il y en a qui ne sont pas encore. Et ça tient justement des discussions qui devaient y avoir et d'un certain nombre de conditionnalités qui ont été posées ici et là. Vous, personnellement, est-ce que vous participez? Oui, nous, on participe au niveau de ce là. Nous sommes représentés par notre chargé des élections, Pape Diop. Nous sommes en fait dans le cadre du groupe des non-alignés. On n'est pas dans le cadre de l'opposition, on y a été depuis très longtemps. On est dans le cadre du groupe des non-alignés. On est en train de suivre ce qui est en train de se faire. Ouais. Mais faites attention. Il y a le dialogue national et il y a le dialogue politique. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre justement du dialogue politique qui réfléchit sur tout ce qui est agenda politique, réforme du code électoral, réforme telle, réforme telle. Il y a beaucoup de questions maintenant qui sont agitées ici et là, qui vont poser un certain nombre de problèmes. On va y arriver, on y arrivera justement à ces problèmes-là. Par exemple, je vous donne un exemple. Oui. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a eu un consensus apparemment sur le report des élections locales. Je voudrais bien savoir comment on va le faire. Ah oui? Mais le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a fait part de cela, que ces élections ont été reportées. Oui. Sinédji. Je suis désolé, mais ce n'est plus possible au Sénégal. Comment?
lorsque le président Macky Sall a voulu réduire son mandat de 7 ans à 5 ans, prétendument, il avait saisi le Conseil constitutionnel pour un avis. Vous vous rappelez? Oui. Il saisit le Conseil pour un avis. Le Conseil rend un avis ou une décision. On en a beaucoup discuté, je ne vais pas revenir sur ça encore. Avec un certain nombre de considérants. Et parmi les considérants, il y a un considérant 32, numéro 32, dans l'avis ou décision rendue par le Conseil constitutionnel. Et dans ce considérant 32, le Conseil constitutionnel dépasse la question du mandat du président. Donne une décision de principe large et parle de tous les mandats politiques. Et il dit que pour des raisons liées à la sécurité juridique, aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, il est totalement interdit de toucher, soit en augmentant, soit en réduisant, quelles que soient les circonstances, la durée des mandats politiques. Et on nous a répété que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposaient à toutes les autorités. Voilà une décision qui s'impose à nous tous. Et le Conseil s'est voulu extrêmement clair. Il dit qu'on ne peut plus toucher. Même s'il y a une guerre demain ici au Sénégal, quelles que soient les circonstances, vous ne pouvez plus ni réduire, ni augmenter la durée des mandats. Et que faire donc? C'est pour ça que je dis, j'attends en fait pour voir en fait. C'est déjà reporté. Oui, il faut avoir un acte de report. Et certainement, le Conseil constitutionnel va être saisi de cette affaire-là. Le jour où il sera saisi de cette affaire-là, on va voir la décision qu'il nous rendra. Oui, Tansi. Selon le député Mamadou Lamine Diallo, Macky Sall prépare une somme de 2 milliards de francs CFA à allouer aux partis de l'opposition. Si c'est le cas, êtes-vous prêt à encaisser? Non. S'il doit se faire quelque chose dans le cadre du statut de l'opposition, qui est annoncé depuis très longtemps, le statut de chef de l'opposition, qui est aussi annoncé, sur le rôle des partis politiques, qui ont une mission reconnue par la Constitution du Sénégal. S'il doit se faire quelque chose à ce niveau-là, ça se fera certainement de façon publique, ça ne peut pas être secret, et ça se fera certainement par l'outil de la loi. Il faudra certainement passer par l'Assemblée nationale, prendre une loi, dire qui est le statut de l'opposition, dire les partis politiques qui ont droit à être financés, dire. Et je considère que ce serait justice rendue aux partis politiques que de les appuyer par des fonds publics à mener le rôle qui doit être le leur dans le cadre du fonctionnement de notre démocratie. La seule chose qui va être, en tout cas à mon niveau, va être inacceptable, c'est que cela se décide dans le cadre de négociations secrètes. Si ça doit se faire, il faut que ça se fasse de façon sûre de tout le monde. L'opinion doit être informée, le débat doit être public, le texte qui l'organise doit passer à l'Assemblée nationale, voté, adopté et publié au journal officiel. Je pense que c'est à cette condition et à cette condition-là seulement que nous agirons conformément aux règles de fonctionnement de notre État démocratique. Mais comme le dit l'adage, qui paye commande, les opposants auront-ils la latitude de s'opposer comme il se doit? Oui, si ça passe par une loi, si c'est une décision légale votée par l'Assemblée nationale sur l'arbitrage de l'opinion, publiée au journal officiel, en ce moment-là, ça ne peut pas s'appeler un don du président de la République, c'est un financement par les mécanismes des finances publiques. Et il faudra même certainement aussi en ce moment-là trouver le terme qui s'y prête. C'est pour ça que, par exemple, moi, je ne suis pas d'accord avec le terme qu'on utilise, aide à la presse. Aide à la presse, c'est comme si c'est le président de la République qui aide la presse. Non, ce n'est pas des mécanismes publics. Du fait que les organes de presse participent à l'exercice et à la mise en œuvre d'une liberté publique garantie par la Constitution, le droit à une information plurielle,
C'est parce que en fait, les établissements publics, les établissements privés travaillent dans le cadre justement de la garantie d'une liberté assurée, d'un droit constitutionnel, le droit à accéder à l'éducation nationale, que l'État a l'obligation de les subventionner par le budget de l'État et donc par vos contributions, les contributions des différents citoyens. Donc en fait, ce n'est pas de l'aide, c'est une subvention pour le rôle que la presse joue dans le cadre de l'exercice d'un droit fondamental garanti par la Constitution. Mais qui est biaisé dans l'application des textes. C'est une honte. Oui. Je le dis toujours, c'est une honte. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le terme aide à la presse. Ce n'est pas le président de la République qui aide. Walfadjri travaille dans le cadre d'une liberté garantie par la Constitution du Sénégal. Si Walfadjri n'était pas là, l'État n'aurait pas garanti le droit à chaque citoyen d'accéder à une information plurielle, puisque Walfadjri participe à ce droit-là et aide à l'accomplissement de ce droit-là, on dit, l'État, vous avez l'obligation de subventionner ce média. C'est ça en fait. Et c'est comme ça que ça existe dans tous les pays. Oui. Et donc il faut qu'on revienne encore à cette orthodoxie-là. D'abord, c'est une subvention. C'est une subvention pour mission de service public et ça doit être réglementé par la loi selon des critères objectifs à mettre en place. Oui, Monsieur Moussa Tine, il s'usure que le statut du chef de l'opposition sera matérialisé prochainement. À votre avis, quelle figure dans les rangs des opposants est en pole position? Alors, nous avons aujourd'hui un certain nombre de problèmes. Lorsqu'on a fait la dernière réforme institutionnelle, on a semblé nous dire que on va aujourd'hui aller vers un régime présidentiel. Dans le cadre d'un régime présidentiel, il n'y a pas de gouvernement. Aujourd'hui, nous avons encore un gouvernement au Sénégal. Pourquoi? Oui, parce que vous allez aux États-Unis, on ne parle pas de gouvernement, on parle d'administration Bush, d'administration Clinton, d'administration telle. Oui. Parce que, bon, c'est assez technique. Le bicéphalisme de l'exécutif est un critère du régime parlementaire. Donc, en fait, c'est dans le cadre d'un régime parlementaire. Oui, c'est dans le cadre d'un régime parlementaire, présidentiel, parlementaire, que vous avez en fait un chef d'État et un gouvernement. Un chef d'État, un gouvernement qui ne sont pas, c'est le cas de la France, de l'Angleterre, c'est des pays comme ça qui ont, de l'Italie et autres. Il y a un gouvernement, il y a un chef de l'État qui peut s'appeler un roi, un président de la République, une reine, comme en Angleterre et autres. Dans le cadre d'un régime présidentiel, il y a juste un président de la République qui nomme ses ministres et ses ministres dépendent directement de lui. Ouais. Ici, aujourd'hui, on a fait sauter le poste de Premier ministre, mais on a encore gardé le gouvernement comme institution collégiale sans même pilier. Ouais. Donc, en fait, nous avons effectivement ce problème-là. Donc, on ne sait pas, nous avons encore un problème de qualification de notre régime politique. Vous avez un président de la République, vous avez un gouvernement, vous avez... Vous n'avez plus de Premier ministre. Exactement. On n'a plus de tel, mais on a un gouvernement, on a... Secrétaire d'État. Tout à fait. Donc, nous avons en fait un certain nombre de problèmes à ce niveau-là. La question qui va se poser et qui doit être réglée certainement au niveau du dialogue, et au niveau certainement de toutes les discussions qu'il faudra mener, notamment une discussion, je vais y revenir tout à l'heure. Oui. Il faudra travailler à stabiliser notre constitution et à trouver la meilleure formule possible. Parce que nous avons simplement un problème à un niveau. Nous sommes allés à une élection présidentielle, un parti est arrivé deuxième après le président de la République, après le président déclaré élu par le Conseil constitutionnel. Et nous sommes allés à des élections législatives. Un autre parti est arrivé deuxième après le camp de la majorité. La question va se poser de savoir qui entre les deux, en fonction de la nature de notre régime politique, doit incarner le poste de chef de l'opposition. Si je vous suis bien. La question s'est déjà posée depuis 2001. Rappelez-vous, en 2001, le PS était arrivé premier, ou en tout cas Idriss Seck était arrivé. Non, le PS était arrivé deuxième suite à la présidentielle et Moustapha Niasse avait plus de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a ce problème-là qui s'est posé depuis très longtemps. Non, l'un avait plus de voix, l'autre avait plus de sièges à l'Assemblée nationale. Donc en fait, c'est pour cela qu'il est important que dans le cadre de du travail qui va être fait autour du président Famara Ibrahima Sagna et de façon générale sur toutes les discussions institutionnelles que nous devons avoir, il nous faut travailler à avoir un consensus et à définir les règles de définition du alors, pour préciser... Et le problème va continuer à se poser tant qu'en fait, nous n'allons pas avoir des élections, l'élection présidentielle et les élections législatives jumelées. Ah oui, vous voulez un couplage des... Oui, s'il n'y en a pas, tant qu'il n'y a... Non, on ne peut pas en fait, on ne peut pas y arriver aujourd'hui. Je dis, tant qu'on n'a pas ça,
le même problème va continuer à se poser parce que l'opinion va fluctuer entre l'élection présidentielle et les élections législatives. C'est pour ça qu'il est bien que les règles soient fixées. Si je comprends bien, cela va se jouer entre le président Wade et le président Idrissa Seck. Très certainement, parce que l'un était arrivé deuxième à la présidentielle et l'autre est arrivé deuxième aux dernières élections législatives. Mais la dernière élection, c'est la présidentielle. C'est les législatives. On a fait, oui, c'est la présidentielle. C'est la présidentielle. Oui, donc c'est la présidentielle. Donc on ne sait pas en fait. Oui, mais on peut aussi dire, parce que notre constitution parle d'opposition et parle aussi d'opposition parlementaire. Donc effectivement, il y a ce problème-là qui va se poser, mais il faudra certainement que les hommes politiques, que les acteurs politiques puissent y réfléchir. Certainement avec l'éclairage. Heureusement, nous avons la chance d'avoir au niveau du dialogue politique d'éminents juristes, notamment le professeur Babacar Kanté et le professeur Alioune Sall, brillants juristes tous les deux, respectés de toute la communauté universitaire. Et à côté d'eux, vous avez le doyen Mazid Ndiaye qui a traversé toutes les péripéties de la politique au Sénégal. Et vous avez effectivement aussi le général Niang, ancien ministre de l'Intérieur, ancien président de l'ONEL, ancien général, pas ancien, il est encore général, le général Niang. Il n'est jamais à la retraite. Voilà, exactement. Oui. En marge de ses vacances, le mot qui choque, encore une fois, Macky Sall dit gracier Khalifa Sall quand il en aura le désir ou la volonté. Que lui répondez-vous? Écoutez, au moins il aura confirmé deux choses. Lesquelles? La première, c'est que Khalifa a été en prison par sa volonté et par son désir. Ah oui? Il en sortira quand il en aura la volonté et quand il aura le désir. C'est la justice qui a convoqué Khalifa. Il a maille à partir avec la justice. Il a maille à partir avec Macky Sall. Tout est parti de son rapport de l'IGE. Il avait décidé lui-même de mettre le coude sur un certain nombre de rapports et de transmettre avec instruction en fait le rapport concernant Khalifa Sall. Avec conférences de presse, avec telle chose, avec telle autre chose et beaucoup d'autres choses. Vous avez tous suivi ce qui s'est passé dans cette affaire-là. Heureusement que les uns et les autres ont pris l'initiative d'écrire d'ailleurs sur cette question de la caisse d'avance, parce que pour la postérité, pour des choses qui ne peuvent pas être dites ici et là, je pense qu'il est important qu'il y ait des écrits qui retracent en fait les choses. Les Sénégalais ont tellement été choqués, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un procès mené comme ça, c'est-à-dire un procès mené au rythme de l'agenda électoral. On ne l'a jamais vu au Sénégal. Un procès dans lequel vous arrivez au tribunal, le procureur vous dit j'ai préparé le procès avec les magistrats qui sont ici. Ça ne s'est jamais vu. Un procès dans lequel vous arrivez, vous avez raison au niveau de l'international, on vient ici, on vous dit non, vous avez tort. Avec le règlement 5 de l'UEMOA. Oui, exactement. Un procès dans lequel vous venez vous dites, écoutez, cette personne doit être libérée parce que nous n'avons pas bénéficié de l'assistance d'un avocat. On vous dit non, vous avez tort. Le même magistrat dit dans les mêmes circonstances en termes que vous devez être libéré parce que votre avocat n'était pas là lorsque vous étiez. Donc vous le savez, on le sait tous. Khalifa a été en prison parce que simplement Macky Sall a voulu qu'il soit en prison. Khalifa a été en prison parce que Macky Sall ne voulait pas qu'il soit candidat à la dernière élection présidentielle. Oui. Je pense d'ailleurs que c'est lui qui a vraiment été le seul à véritablement avoir compris que les élections allaient se dérouler. Il n'allait pas gagner si Khalifa était candidat. Je pense que c'était le seul à l'avoir. Sur quoi vous vous basez pour le dire? Parce qu'à Dakar, le candidat que les khalifistes ont soutenu n'a pas gagné, Idrissa Seck. Oui, c'est pas le problème, justement, c'est parce qu'il le savait. Il savait que s'il met Khalifa en prison, effectivement, il parvient à diviser dans ses rangs et à pouvoir justement passer. C'est pour ça que j'ai dit, c'est lui qui a été le seul à avoir compris cela. Combien de fois il a été à des élections avec Khalifa? Il n'a jamais gagné, il ne l'a jamais battu. Khalifa a toujours gagné. Quand Khalifa a commencé à faire le tour du Sénégal. Ah oui, parce qu'il ne s'est jamais présenté ailleurs. Khalifa a été arrêté quand il a été dans le Walo. Et quand il est revenu, il est allé à Tamba. De retour de Tamba, il a été arrêté parce que les gens ont vu qu'il y avait un PS qui renaissait. Il y avait en fait un ancien JS qui renaissait. Il a vu qu'il y avait une adhésion populaire ici et là. J'ai eu la chance d'avoir fait une étape de la tournée
dans le Waalo par curiosité. Moi, je me suis déplacé pour aller voir et j'ai vu à quel niveau d'anciens PS, des gens qui disent je n'ai pas voté depuis telle année, je n'ai pas signé une réunion du PS depuis telle année. Combien de gens j'ai vu venir retrouver Khalifa pour dire qu'ils reprenaient leurs activités. N'est-ce pas, c'était le chargé des structures du Parti socialiste. Le chargé justement des affaires politiques, je pense. Je ne connais pas trop le PS. Hein. Vous êtes juste khalifiste. Je suis un ami à Khalifa. J'ai un parti qui s'appelle Pencho. Je suis un de ses soutiens parce que je ne supporte pas l'injustice. Au-delà des relations personnelles, amicales, de fraternité qui nous lient, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect pour son activité politique, pour son engagement politique et pour effectivement son humanisme en politique. Et maintenant, j'ai aussi énormément de respect pour lui, pour son sens de la réforme. J'ai vu la méthode de gouvernance qu'il a appliquée au niveau de la mairie. Fait de courage, fait de respect de l'adversaire. Il a tout fait pour qu'il n'y ait pas en fait de dissension au niveau de la mairie. Il n'a pas gouverné pour son côté, pour son bord. Il a essayé de mettre tout le monde ensemble au niveau de la mairie, de sorte que l'équipe Benno, l'équipe avec laquelle il avait gagné en 2012, c'est la même équipe qu'il a encore portée en 2017, en 2014, 2009 et 2014. Lorsqu'il s'est agi justement de faire renouveler son mandat au niveau de la mairie. Même aussi en 2016, lors des élections pour les hauts conseils. Il est aussi parvenu justement à le faire. Et quand il est aussi arrivé à la c'est quelqu'un qui a dit, écoutez, et ça m'a beaucoup plu, je ne cherche pas à me faire réélire. Je suis élu pour faire un travail, je vais faire ce travail-là. Il a commencé le pavage. Il a commencé à désencombrer les rues de Dakar. Il a commencé à mettre un projet IMO au niveau de Dakar. Tout le monde a repris le projet IMO. Les volontaires de la ville de Dakar, on a mis ensuite les ASP de l'État du Sénégal. Il a commencé à désencombrer les rues. Tout le monde se met aujourd'hui à désencombrer les rues au niveau de Dakar. Accès démocratique mais vivement pour le Sénégal, c'est une bonne chose pour le Sénégal. Oui, ça veut dire qu'il était en train de faire de bonnes choses. Ça veut dire qu'il était en train de faire une bonne politique au niveau de la ville de Dakar. Quels que soient les affronts, quelle que soit l'adversité, il a dit je ne m'arrête pas, je continue parce que j'ai été élu pour faire un travail. Je ne cherche pas à avoir un second mandat, je cherche juste à faire le travail pour lequel je suis élu. Si vous ne voulez pas de moi, ne me réélisez pas. Mais le travail que j'ai à faire, je vais le faire. Maintenant, à défaut d'une loi d'amnistie, de quelle marge de manœuvre bénéficie Khalifa Sall pour se faire une virginité politique? Écoutez, ce que je sais, moi, c'est que lorsque vous êtes en politique, vous devez faire juste les choses qui dépendent de vous. La seule chose extrêmement importante que Khalifa a su garder dans le cadre justement de ce travail, dans le cadre justement de ces péripéties de sa vie, qu'il n'a jamais accepté de négocier, c'est un, son honneur, deux, sa dignité. Un, son honneur, deux, sa dignité. Et ça, c'est l'essentiel de ce qu'un homme politique doit avoir. Le reste maintenant dépendra de l'opinion publique. Le reste dépendra des Sénégalais. Ça ne dépend de personne d'autre. Ça ne dépend que des Sénégalais. En dehors de la volonté de Dieu. Il n'y a que Dieu qui a une volonté. Toute autre personne qui pense, qui agit selon sa volonté, il se trompe lourdement. Il n'y a que Dieu qui a une volonté et une volonté ultime. Personne d'autre n'en a. Quelqu'un peut avoir du désir. Le désir, c'est la dimension, c'est juste une dimension freudienne. C'est psychanalytique, le désir. La volonté, c'est une volonté de Dieu. Oui, mais là, on est dans le réel politique. Le seul détenteur du pouvoir, en tout cas le détenteur de la souveraineté initiale dans le cadre d'une démocratie, c'est le peuple sénégalais. Et dans le cadre d'une réelle politique? Justement, le réel politique, c'est la vérité qui sort de l'opinion. Ce n'est pas la vérité qui sort justement du dirigeant, parce que tout dirigeant politique est un dirigeant éphémère. La politique, c'est par excellence le lieu du contrat à durée déterminée. Aucun contrat à durée indéterminée. Donc les choses changent en politique, les choses se bouleversent en politique, du jour au lendemain. Comme on parle de contrat, êtes-vous donc convaincu? Personne ne peut
décider et préjuger de ce qui va se faire ici ou demain. Je pense qu'il est là sur la bonne voie. Préserver son honneur, préserver sa dignité. Oui. Au nom de tous les Sénégalais qui le soutiennent et qui le respectent, au nom de sa famille, mais au nom aussi de l'idéal politique pour lequel il se bat. Oui. En attendant, le président Macky Sall, êtes-vous convaincu qu'il ne va pas briguer le suffrage des Sénégalais en 2024? Il l'a dit. Il a dit et il a répété plusieurs fois qu'il ne briguera pas un troisième mandat. Il l'avait dit pour son mandat. Oui, je viens à ça. Il l'a dit, il l'a répété, il a dit plusieurs fois qu'il ne briguera pas un troisième mandat. Je l'espère profondément. Parce que de toutes les façons, les opinions publiques aujourd'hui en Afrique et dans tous les autres pays ne sont pas préparées à accepter quelqu'un pour un troisième mandat. Je l'espère pour aussi l'opinion publique sénégalaise et pour les Sénégalais. Parce que la dernière fois qu'un candidat a voulu faire un troisième mandat, ça nous a valu presque une dizaine de morts. Donc il faut vraiment que dès à présent, que les uns et les autres se mettent cette réalité-là dans la tête. Oui. La dernière chose que je voudrais dire à ce niveau-là, c'est qu'effectivement, il y a les moyens d'en douter. Pourquoi? Parce que je considère, moi, que quelqu'un qui est à son dernier mandat travaille plus à décrisper une situation qu'à favoriser les situations de conflit. Je ne vois pas encore le président Macky Sall dans une logique de décrispation. Je le vois encore trop dans une logique de conflit, dans une logique de tension, dans une logique de tension politique, dans une logique de tension personnelle. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il sait des choses que nous ne savons pas, peut-être. Peut-être qu'il prépare son dauphinat, il lui balise le terrain. Ça ne marchera pas aussi, parce que les Sénégalais ont montré depuis belle lurette qu'ils savaient voter, qu'ils savaient pour qui ils allaient voter. Ils savent surtout démettre. Ils savent surtout démettre. Surtout démettre. Là, c'est clair. Alors, le torchon brûle entre khalifistes et réumistes. C'est quoi le problème? Non, moi, j'ai vu juste des échanges sur les réseaux sociaux. Oui. Je ne pense pas que ça ait pris cette dimension. Le problème juste maintenant, c'est qu'il faut que les uns et les autres sachent que ce soit la presse, que ce soit les hommes politiques, que personne d'entre nous maintenant n'a aujourd'hui le monopole de l'information qui circule. Aujourd'hui, n'importe quel journal peut tirer à 50 000, 100 000 exemplaires. Quelqu'un peut faire sortir justement une information lue par 150 000 personnes sur les réseaux sociaux. Donc en fait, plus personne n'a le monopole de la diffusion de l'information. C'est les médias qui avaient ça, ils ne l'ont plus. Les hommes politiques pouvaient faire passer des informations relayées par la suite. Aujourd'hui, n'importe quel citoyen peut sortir une information relayée ici et là. Je pense que nous avons toujours eu des relations, que ce soit moi, je sais que c'est un frère, c'est un Thiessois comme moi, c'est quelqu'un que je connais, que je respecte beaucoup. Il a aussi les meilleures relations avec Khalifa Sall. J'ai même lu aussi aujourd'hui Barthélémy Diaz, parce que c'est de lui qu'il s'agit, dire effectivement aussi qu'il a toujours eu le meilleur respect pour Idrissa Seck. Je pense que c'est une période de malentendu, et je sais qu'aujourd'hui il y a des gens qui ont pris des initiatives pour faire en sorte qu'ils puissent se parler. Pour recoller les morceaux. Voilà, et que cet incident-là soit derrière nous. Oui, le combat dans la rue est mené depuis un certain temps par les mouvements citoyens à l'image de Aar Li Ñu Bokk, et c'est-à-dire que les politiques ont échoué. Alors, l'incursion de la société civile et des mouvements citoyens dans le jeu politique date quand même d'il y a un certain nombre d'années. Je pense que c'est quand même aujourd'hui et pendant très longtemps. D'ailleurs, Macky Sall l'a tellement bien compris que quand il est arrivé au pouvoir, les premières organisations qui s'est employées à diviser, c'était les organisations de la société civile. Donc oui, il y a aujourd'hui une certaine légitimité dans un certain nombre de domaines que ces organisations de la société civile ont pu acquérir en face justement de la légitimité politique. Sauf maintenant, il faut qu'on comprenne que les choses ne se réussissent et ne seront réussies que si on parvient à mettre en place les passerelles de collaboration entre la société civile et justement les partis politiques.
Regardez les premières manifestations organisées par la société civile, par ces mouvements-là. Quand ils ont ouvert ça à tout le monde, ils ont fait appel à tout le monde. Tout le monde est venu et on a réussi justement la manifestation. Mais lorsqu'ils ont commencé à dire que les politiques ne sont pas les bienvenus, les autres manifestations, effectivement, n'ont pas réussi. Parce que simplement, il faut savoir que la capacité de mobilisation aussi des structures politiques, la capacité de mobilisation des appareils politiques, il est difficile justement de les concurrencer. Oui, pour terminer, en Afrique du Sud, les violences xénophobes font rage. Désolé, non, entre Africains? Oui, je pense que c'est peut-être la plus grande déception que nous avons eue tous, parce que l'Afrique du Sud n'est pas la nation arc-en-ciel pour rien. Je pense qu'il y a des gens quand même qui n'ont pas une bonne lecture de l'histoire de l'Afrique du Sud. Oui. Des gens qui ne savent pas à quel point les autres peuvent endurer pour la fin de l'apartheid. Les gens ne savent pas qu'ici, il y a eu des manifestations, des gens sont allés manifester ici et là. Abdou Diouf avait pris le risque d'aller visiter des pays de la ligne de front pour cela. Nous avons ici accueilli des opposants de l'Afrique du Sud. Olivier Tambo a habité ici. Youssou N'Dour lui-même s'est engagé, d'autres se sont engagés. On a organisé ici des concerts pour cela. Les pays africains l'ont fait. Les gens de votre génération, à vous connaissez toutes ces phrases-là. L'apartheid est un crime contre l'humanité. Ouais. Je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de choses à revoir. La deuxième chose, et je pense que ça aussi, ça nous interpelle. Il faut que nous travaillions sur notre fierté africaine. Il faut que nous travaillions à être justement sur notre fierté propre. Aujourd'hui, ils sont en train de combattre en fait des Africains comme eux, alors que les Africains ne sont dans aucune situation décisive en Afrique du Sud. C'est d'autres nationalités, c'est d'autres pays, c'est d'autres groupes, races qui gèrent aujourd'hui les affaires en fait dans le pays. Donc en fait, on est en train de se battre pour la place qu'on occupe dans le bas de l'échelle. C'est à ce niveau-là que ça nous interpelle en tant qu'Africains. Apprenons à être fiers d'être Africains. Apprenons à être fiers d'être nous-mêmes. Apprenons à être fiers à faire les choses par nous-mêmes. Apprenons à être fiers à nous défendre nous-mêmes en tant que nous sommes des Africains. Et cette fierté-là, c'est travailler à faire en sorte qu'aucune entreprise ne puisse venir nous imposer les trucs sur l'autoroute à péage, parce qu'en fait, ça nous appartient. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas, il ne faut pas dire non, on va continuer à taper sur la poche des Sénégalais parce qu'il ne dira absolument rien. Il faut que les entreprises qui sont là, qui sont dans nos pays, même lorsqu'il y a des intérêts étrangers dans ces entreprises-là, il faut qu'on les amène à considérer que s'il y a des lieux d'investissement et s'il y a de l'argent à laisser, qui doit servir à un pays, ça doit d'abord servir au Sénégal. Il faut que le tourisme sénégalais puisse effectivement aussi bénéficier à l'État du Sénégal. Il ne faut pas qu'on continue à accueillir des touristes qui auront tout payé en Europe avant de venir ici, pour ne laisser que ici l'argent qu'on paye pour la boisson au niveau des bars de l'hôtel. Oui. Apprenons à être fiers, à être